Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 5e webinaire Regard International. Nous recevons ce matin Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur de l'association The Sea Cleaners. Il s'entretiendra avec Renaud Benteja, président de CCI France International, sur le thème « La place de la protection de l'environnement dans les stratégies RSE. Quel impact a eu la crise ?» Vous pourrez adresser vos questions directement dans le module Q&R de l'application Zoom. Je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour, merci à tous de nous avoir rejoints et surtout merci à Yvan Bourgnon d'être avec nous. C'est une fierté pour CCI France International de recevoir une telle personnalité et je suis personnellement tout à fait ravi que nous ayons trouvé l'occasion ensemble de faire, je dirais, une alliance pour tenter de développer l'action de The Sea Cleaners. Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter Yvan Bourgnon, tout le monde le connaît. La seule chose que j'ai apprise récemment, c'est qu'il n'était pas que français, il était suisse aussi. Mais il est connu évidemment pour, d'une part, avoir remporté avec son frère la Transat Jacques Vabre, mais aussi également pour avoir fait dans des conditions, je dirais aujourd'hui, invraisemblables, héroïques et entrepreneuriales, ce qui va faire plaisir à nos auditeurs, le tour du monde sans autre chose qu'un sextant et sans GPS, sans assistance, dans des conditions que certains d'ailleurs ont pu voir peut-être dans un film qui a raconté ça. Mais nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de The Sea Cleaners, l'association que Yvan a créée il y a maintenant un peu plus de 5 ans et qui s'est donné des objectifs ambitieux. Et je vais tout de suite d'ailleurs lui demander, et ça sera peut-être ma première question, cher Yvan, est-ce que tu peux nous dire finalement ce qu'est The Sea Cleaners? Bien, un grand bonjour à tout le monde. Très heureux de participer à ce webinaire et partager ce moment avec vous. Donc, très heureux de cette expérience qu'on démarre tout juste avec la CCI France International. J'espère qu'on va avoir une longue vie et plein de projets ensemble en commun. Pour parler un petit peu plus précisément de Sea Cleaners, pour être rapide, globalement, vous l'avez expliqué, j'ai eu la chance de faire un tour du monde entre 2013 et 2015 sur un catamaran de sport. Donc, c'était très spartiate, c'était un radeau. Et malheureusement, pendant ce tour du monde, j'ai pu constater la pollution des océans. Moi qui avais eu la chance de faire un tour du monde petit avec mes parents au début des années 80, les océans étaient absolument magnifiques, évidemment, sans plastique. Et là, 30 ans après, à peine plus de 30 ans après, je reviens sur les mêmes territoires, notamment l'Indonésie, le Sri Lanka, les Maldives, etc. Et je découvre cette pollution des océans et je découvre que c'est notre génération, nous, dans les 30 dernières années, qui avons contaminé ces océans. Et là, je me dis, en rentrant de ce tour du monde, qu'on ne peut pas rester les bras croisés, qu'on est trop peu nombreux à voir cette pollution, que finalement, effectivement, sur Terre, nous, en Europe, on ne voit pas grand-chose de ça, mais que peut-être on peut faire quelque chose en agissant contre cette pollution des océans, en essayant d'agir à la fois sur Terre et sur les océans. Donc, évidemment, tout le monde vous dira, la meilleure solution, c'est de faire en sorte que ces plastiques n'arrivent plus jamais dans la nature. Alors, c'est aujourd'hui de plus en plus le cas dans des pays comme la France, où on arrive de mieux en mieux à gérer nos déchets plastiques. Mais on sait malheureusement qu'en Afrique, en Asie du Sud-Est, on est encore très très loin de ça et on le sera encore très très loin dans 15 ou 20 ans. Et donc, rester les bras croisés et de dire, voilà, ça suffit de sensibiliser les gens sur Terre. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait avoir une action globale et mondiale. Et qu'on est aujourd'hui, oui, on travaille avec la moitié de nos équipes à terre, dans la sensibilisation auprès des écoles, auprès des jeunes, surtout en Europe pour l'instant, mais bientôt aussi dans d'autres continents. On travaille sur l'aspect des études scientifiques, parce que, évidemment, maîtriser et connaître un peu mieux cette pollution des plastiques, notamment des macro-déchets plastiques sur lesquels on va s'occuper, c'est important. Donc, on va vraiment lancer des campagnes scientifiques sur nos bateaux, notamment le Manta, pour comprendre mieux cette pollution des océans. Et puis, la dernière action, c'est l'action de se dire, aujourd'hui, il y a 9 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. Ça va être certainement le triple d'ici 2040 ou 2050. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. On a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a 20 fleuves dans le monde qui envoient 60% de cette pollution.
Donc, il y a des zones de forte concentration où on peut vraiment se déplacer, aller avec des bateaux et ratisser ces embouchures de fleuves pour aller faire une action qui soit concrète et applicable et puis avec des résultats. Voilà donc un petit peu le projet Manta dans sa globalité. Après, je peux en parler des heures, évidemment. Ça, je sais que tu peux en parler longtemps, mais comment est-ce que quel va être l'objet de ce premier bateau Manta et est-ce qu'il y en aura beaucoup d'autres? Combien est-ce qu'il en faut pour arriver à remplir ton espoir? Alors, le Manta aujourd'hui, c'est un vaste bateau géant de 56 mètres de long qui va ratisser sur une largeur de 46 mètres de large avec des tapis roulants, avec des filets à l'extérieur. Donc, évidemment, on va pouvoir remonter des quantités importantes de plusieurs milliers de tonnes par an. Mais on sait que ce n'est pas suffisant. On sait qu'il faut aussi aller chercher d'autres solutions parce que même quelques centaines de bateaux Manta, ce n'est pas suffisant. Il faut des petits Manta. C'est ce qu'on fait. On a développé aussi 2 bateaux qu'on va présenter fin novembre dans des campagnes de communication. Des bateaux plus raisonnables, plus petits, qui vont aller dans les embouchures, dans les ports, surtout dans les fleuves, et qui vont avoir des capacités de collecte peut-être un peu moins importantes. Il n'y aura pas d'usine embarquée pour traiter les déchets, mais on pourra quand même aller chercher le déchet encore plus en amont dans les rivières, là où on a la maîtrise et la connaissance des déchets pour demain. Une question peut-être d'actualité. Il y a encore malheureusement un peu cette crise sanitaire autour de nous. Est-ce que ça a eu des effets sur sur la pollution plastique? Alors oui, complètement. La réponse est clairement oui. Aujourd'hui, il y a eu des fausses bonnes nouvelles en fait avec le Covid-19. On a vu effectivement de bonnes nouvelles à court terme. C'est-à-dire que par exemple la Chine a baissé ses émissions de CO2 de 25% pendant la période de confinement. On a vu globalement qu'à l'échelle mondiale, les émissions de particules fines avaient diminué de 30%. Tout ça, c'est évidemment des bonnes nouvelles. Il y a eu des retours de la vie sauvage dans les villes, dans les campagnes. On a vu des tigres un peu partout. Mais voilà, il faut être très méfiant avec tout ça parce que c'était du court terme. Le trafic aérien a évidemment baissé et puis on voit bien baisse encore aujourd'hui. Il y avait quand même, avant le début du confinement, plus de 200 000 vols par jour aujourd'hui sur la planète. C'est absolument considérable. Donc, on peut se féliciter de cette baisse du trafic aérien. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a plus de demandes du plastique à usage unique. Évidemment, ça paraît logique avec cette crise sanitaire, on veut se protéger. Les emballages en France, par exemple, ont augmenté de 30% au niveau de la fabrication. Il y a une demande aussi de plus de 30% de plastique à usage unique en Europe. C'est considérable depuis la fin du confinement. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a 130 milliards de masques qui sont fabriqués chaque mois dans le monde. Donc, évidemment, ces plastiques à usage unique, on veut se protéger, on emballe un peu plus les fruits, les légumes, on veut plus de sécurité. On a vu aussi, plus particulièrement dans la période de confinement, une mauvaise gestion des déchets. C'est vrai qu'en France, par exemple, on a fermé la moitié des centres de tri, on a quasiment fermé la totalité des déchetteries. Donc, on a vu qu'il y avait forcément une recrudescence des charges sauvages, des déchets qui partaient dans la nature, même en France et en Europe. Bon, ça, c'est un peu plus résolu, évidemment, depuis la fin du confinement, mais on voit bien que des périodes comme ça, courtes, peuvent vite faire des dégâts importants dans la nature. Donc, évidemment, l'augmentation de tout ça fait qu'il y a une augmentation des déchets plastiques. Aujourd'hui, il y a en premier semestre, par exemple, il y a eu deux fois plus de déchets plastiques qui se sont retrouvés dans le circuit en Asie. Donc, c'est considérable. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a des effets pervers aussi à tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde de l'économie, on dit, voilà, comment on fait? C'est une crise. C'est une vraie crise, on a du mal à payer nos salariés. Donc, tout ça est un petit peu en opposition avec l'écologie, parce qu'on a envie de mettre plutôt les moyens financiers d'abord pour la survie de l'entreprise, plus que sur le monde de demain. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu incontournable de devoir faire quelque chose et d'avoir une politique RSE. On voit aussi un lobby très fort, un recours très fort du lobby du plastique. Aujourd'hui, ces entreprises du plastique surfent à fond sur le sujet. Et évidemment, c'est très facile pour eux aujourd'hui de dire que si on n'utilise pas ces plastiques, on évite en danger de mort, on évite sur un manque de sécurité. Donc, le lobby du plastique, malheureusement, refonctionne très, très bien depuis la fin du confinement. Et puis, l'effet pervers aussi, c'est l'égoïsme. C'est le fait de repenser à soi, de repenser à
à son problème personnel, ma sécurité, mon problème à moi, et de plus ouvrir les yeux un petit peu sur le monde, de plus avoir une vision globale des choses, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa sécurité, sa santé qu'il faut générer et assurer, c'est vraiment avoir une pensée globale à l'échelle planétaire, ce qu'on oublie de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle avec, par exemple, des députés de l'Europe qui ont fait sortir cette belle loi sur l'arrêt de certains plastiques à usage unique depuis janvier 2020, ces gens-là vous disent, nous, écoutez, on va être le continent le plus exemplaire au niveau écologique demain, donc l'Asie n'a qu'à faire la même chose, le Bangladesh n'a qu'à faire la même chose. Nous, de toute façon, on est exemplaire, donc on n'a rien à se reprocher. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas suffisant, on va être obligé de ne pas simplement penser à soi et de se dire il faut qu'on fasse quelque chose de manière plus globale. Bon, CCI France International, c'est d'abord et même avant tout des entrepreneurs qui ont décidé donc de se réunir pour aider les entreprises françaises partout où elles sont implantées dans le monde. Quand je lis les rapports annuels des entreprises, la place accordée à la RSE, cette responsabilité sociale et environnementale des entreprises, est de plus en plus forte. Très sincèrement, je voudrais savoir comment est-ce que tu ressens ça et comment peut-on appuyer ce mouvement? Alors nous, ce qu'on ressent, parce qu'on est en contact vraiment de beaucoup d'entreprises, on a des appels entrants tous les jours et on rencontre des mécènes plutôt en France et en Europe, mais on voit bien une vraie mutation ces derniers mois. Clairement, avant, on faisait de la politique RSE, on faisait en sorte que les gobelets plastiques disparaissent de la société, on donnait quelques sous aux actions humanitaires et environnementales, et on disait, boum, la société a fait une action, a une vraie politique RSE. Aujourd'hui, ça, on sait que ça, c'est pas suffisant, et que demain, la politique RSE, ça va bien au-delà, et que l'entreprise va devoir transpirer, va devoir vivre à l'échelle des RSE, que même le service RSE va finalement disparaître, puisque c'est toute l'entreprise qui doit être pensée, imaginée par rapport à son service sociétal et environnemental. Et aujourd'hui, demain, on va retrouver très vite ces politiques RSE, par exemple, en interne. Aujourd'hui, c'est absolument inconcevable dans une entreprise de ne pas avoir de projet réellement sociétal et environnemental sans impliquer tout le personnel de l'entreprise. Ça commence à être compliqué d'aborder les consommateurs, d'aborder les clients en disant que vous ne faites rien pour l'environnement. On voit même qu'aujourd'hui, pour avoir rencontré beaucoup de responsables RH dans les entreprises, on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de mal à embaucher les moins de 30 ans. C'est compliqué. Un salarié ne vient plus seulement pour le bien-être et son salaire. S'il n'y a pas un vrai projet d'entreprise environnemental ou sociétal, ça n'intéresse plus vraiment. Ça touchait surtout les jeunes dans les dernières années, mais on voit un peu plus récemment que ça touche aussi les seniors, les plus de 50 ans qui approchent de leur fin de carrière, se disent moi, je veux donner du sens à mes dernières années de carrière, donc j'ai plus envie de faire n'importe quel boulot à n'importe quel prix. Et puis, on verra bien que cette mutation, dans les 5-10 prochaines années, va aussi toucher la tranche d'âge qui est dans la directive, la fameuse tranche 30-50 ans, où ça va forcément arriver dans cette tranche de plus en plus. Donc, ça devient incontournable. Après, il y a les banques, ça vous le savez mieux que moi, les banques et les investisseurs qui mettent de plus en plus la pression, évidemment, sur les entreprises. Et puis, il y a un phénomène qui est assez nouveau, c'est l'image. L'image, aujourd'hui, on arrivait à associer une image d'entreprise parce qu'elle a une bonne politique de publicité, parce qu'elle fait une bonne action de sponsoring. Mais demain, vous verrez que dans les prochaines années, une entreprise qui n'a pas une image très ancrée dans RSE, qui n'a pas associé son image à la Croix-Rouge, à la pollution des plastiques, au réchauffement climatique, et qui n'aura pas trouvé en fait une identité liée à sa politique RSE, elle sera plus dans le coup, elle sera complètement décalée, et que finalement, il suffira s'acheter une politique RSE, ça ne sera pas suffisant. Voilà. Mais je crois que c'est quelque chose que l'on ressent d'une façon générale. On est passé en quelque sorte à un peu d'opportunisme et de publicité interne. On est passé à une vraie nécessité pour les employeurs d'avoir et d'afficher, parce qu'on ne peut pas effectivement aujourd'hui, comme tu viens de le souligner, embaucher sans montrer qu'on a un véritable projet
environnementale et sociétale. Il y a aussi l'idée de l'intérêt général qui ressurgit aussi maintenant. C'est-à-dire qu'avant, nous, par exemple, quand on a été voir le PDG de L'Oréal, il nous disait, moi, écoutez, moi déjà, j'ai investi 10 milliards pour baisser mon énergie, pour enlever mes plastiques, pour enlever mes billes. Et aujourd'hui, il disait, moi, je fais mon action en interne, c'est suffisant. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne va pas être suffisant. En fait, si on n'arrive pas à mettre la place à l'intérêt général, si nos entreprises ne se disent pas, oui, moi, je pense à moi, je me dois d'être exemplaire, mais je me dois aussi d'être dans les communautés, je me dois de voir ce que je peux faire aussi à l'échelle d'autres actions environnementales et sociétales. Voilà, de qu'est-ce que je fais pour le bien de la société. C'est quelque chose qui va devenir effectivement indiscutable. Et on voit bien que le Covid, vous le savez tous, ça a été un effet, un accélérateur, un effet très fort pour pouvoir accélérer ce mouvement-là. On est vraiment passé du monde d'avant au monde d'après. Le télétravail, vous l'avez vu, il y a eu une accélération fulgurante, même si ça a généré des inégalités aussi. Parce que voilà, quand on est dans une entreprise, il y a des gens qui restent à l'usine et des gens qui travaillent dans les bureaux qui peuvent travailler chez eux, c'est des inégalités qui ne sont pas forcément faciles à gérer. On a le retour à toutes les mobilités propres, le vélo, etc. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Mais voilà, aujourd'hui, une société ne pourra plus faire de beaux discours environnementaux, comme on a souvent vu. Il va falloir vraiment des actions concrètes, des actions véritables, des actions, montrer ce qu'elle vit, ce qu'elle déploie tous les jours. Justement, à propos de ces actions concrètes, qu'est-ce qu'une entreprise concrètement peut faire pour, par exemple, par rapport à The Sea Cleaners? Alors nous, c'est un exemple, Sea Cleaners, mais, oui, mais... il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est effectivement ce qui marche le mieux de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est essayer d'être dans l'action concrète, corrective, curative, d'être vraiment dans un mouvement où on fait quelque chose. Et on voit bien que cette action concrète, on doit l'accompagner en embarquant toute l'entreprise avec. Voilà. Parce que si on n'embarque pas les salariés, les clients, les fournisseurs, etc., voilà, c'est du blabla, c'est des bonbons dans le paquet, mais ce n'est pas suffisant. Donc on voit bien qu'il faut choisir une action en fait, qui concerne tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des thèmes, par exemple, de la pollution des océans, mais heureusement, il y en a d'autres. Ça concerne tout le monde. Ça va concerner la femme, l'homme, l'ouvrier qui travaille dans son usine, le gars qui est senior plus dans son entreprise et qui est commercial. Tout le monde se sent concerné par ça. Et on voit bien que c'est en fait des petites victoires. C'est-à-dire que quand on fait une action, quand on fait, par exemple, on organise une collecte de déchets, même dans sa rivière, au bord de mer, c'est une petite victoire qui fait qu'on a participé à quelque chose et qu'on prend conscience des actions qu'on peut mener. Et après, tout ça, on le déploie à la maison, on le déploie auprès des copains, auprès des autres salariés. Et ça a forcément des résultats et des résultats importants dans tous les secteurs de l'entreprise, le secteur des achats, le secteur RH, le secteur de la santé, le secteur de l'économie circulaire. Donc, il faut vraiment englober tout le monde. Après, on voit bien que ça, vous le savez aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui, tous les indicateurs montrent bien qu'il y a des gains de performance pour les sociétés qui ont une politique RSE. On parle de 13% quand même de gains pour les entreprises qui ont une vraie politique RSE. Donc, ce pourcentage, en plus, ne peut qu'augmenter. Donc, on voit bien que ce n'est pas forcément que de la dépense, que des frais inutiles. Il y a à la fin de la foire, il y a un vrai gain, il y a un vrai bénéfice pour l'entreprise. Et puis, ce qu'on voit souvent ces derniers temps, c'est un mouvement d'insécurité. Donc, c'est vrai que les entreprises écoutent le gouvernement, écoutent les consignes, et on a tendance à un peu aseptiser en fait tout le monde de l'entreprise, les collaborateurs, en disant portez vos masques, restez à la maison, sécurité maximum. On n'a pas trop de choix, vous n'avez pas trop de choix. Et surtout, mais attention aussi de ne pas sortir aussi de votre identité. Attention de penser quand même à votre projet d'entreprise. Attention à continuer à prendre aussi des risques. Parce que aller dans le monde de demain, c'est aussi prendre des risques, c'est d'être innovant, c'est d'être flexible, c'est de s'adapter. Et donc, effectivement, cette espèce de sentiment de sécurité qu'on doit générer dans l'entreprise peut être en contradiction avec cette idée, au contraire, d'aller de l'avant, d'innovation, etc. On peut aussi se servir beaucoup des repères ODD, ça m'a entendu parler des objectifs de développement durable fournis par l'ONU. Je crois les 17
commandement. Alors, beaucoup dans le multinational se servent de ces repères pour essayer de piocher un peu quelle branche pourrait suivre. Alors, c'est des repères qui sont intéressants. Maintenant, nous, on trouve, en ayant rencontré une entreprise, que parfois ces entreprises suivent bêtement en fait, les commandements de l'ONU, mais n'arrivent pas à construire un peu leur identité. C'est-à-dire que voilà, elles se disent, moi je fais un petit peu de santé, je fais un petit peu de développement durable, je fais un petit peu dessus. Voilà, on peut dire à peu près que je suis exemplaire, mais il n'en ressort pas quelque chose de fort, d'identité forte. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises de demain. C'est vraiment de se dire, c'est quoi la personnalité de mon entreprise, c'est quoi l'ADN de mes salariés, c'est quoi l'ADN qui ressort de ma truc, de ce que je fais. Donc, il y a des entreprises, évidemment, comme Lego, par exemple, qui fabriquent forcément, ils sont fabricants de plastique, donc c'est très légitime pour eux de faire des jouets en plastique recyclable, en plastique à partir de sources d'énergie renouvelable. Donc, eux, le schéma est un petit peu tout tracé, mais pour d'autres entreprises, ce n'est pas forcément si évident. Et pour autant, il va falloir trouver une vraie stratégie et que ce ne soit pas une stratégie virtuelle. Donc, voilà. Moi, je voulais donner. Je voulais aussi évoquer le fait que on avait dans les années 2015, 2017, 2018 beaucoup de sentiments par rapport au greenwashing. Toujours des entreprises qui disaient si je fais ça, je fais du greenwashing. Aujourd'hui, on sent que ça disparaît. C'est pas encore complètement disparu pour certaines entreprises comme Total et d'autres, mais on sent que ça disparaît aujourd'hui. C'est tout le contraire qui se passe. C'est qu'une entreprise qui ne fait pas du RSE, une entreprise qui ne serait pas dans l'action, qui ne fait pas du curatif, c'est une entreprise qui est plus dans le coup. Et donc, ce phénomène de greenwashing disparaît. Et quand elle est associée effectivement à des actions concrètes, quand on fait vivre toute l'entreprise, quand on fait vivre les salariés et qu'on fait des produits qui sont adaptés, on voit bien que en fait, ce phénomène de greenwashing n'est plus dans le pipe. Voilà, en gros, on ne peut pas vraiment s'acheter une politique RSE, mais on ne peut que la construire. Si je ferais un résumé un petit peu de ça. Merci. J'en profite pour poser une ou deux questions qui me sont posées après son intervention. La première question est assez pratique. Comment est-ce que vous allez choisir la destination, la première localisation des actions de nettoyage que vous allez faire dès que le premier Manta sera à l'eau? Alors nous, pour être concret, évidemment, on a identifié les zones les plus contaminées. On a cette chance de ne pas avoir besoin d'aller ratisser toute la surface de l'océan, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va aller en priorité plutôt en Europe au début, la première année, avec ce premier Manta. Donc, plutôt en Méditerranée, par exemple, où il y a des côtes encore très polluées dans l'Est et dans le Nord africain. Mais on va aller aussi très vite, dès la deuxième année, en 2026, dans l'Asie du Sud-Est, dans les pays comme le Bangladesh, la Chine, évidemment, l'Indonésie, tous ces pays d'Asie du Sud-Est, qui représentent à peu près 65% de la pollution mondiale. Et voilà, en allant, comme je vous le disais, dans les embouchures des grands fleuves, là où effectivement il y a des possibilités de collecte énormes. L'intérêt de ces bateaux aussi, c'est le fait que là-bas, il y a beaucoup d'inondations, comme vous savez, il y a beaucoup de tsunamis. Quand on aura 10, 15, 20, 50 mantas, eh bien, on peut concentrer plusieurs bateaux, plusieurs mantas sur un endroit précis pour avoir des collectes spectaculaires. Suite, par exemple, aux 2 tsunamis qui y a eu consécutifs en Indonésie, là, on aurait pu avoir des ramassages assez spectaculaires. OK. Une autre question. Est-ce que vous avez dans The Sea Cleaners des partenaires ou des mécènes sportifs? Et est-ce qu'à ton avis, il y a un rôle du sport dans la transition écologique? Alors oui, complètement. Effectivement, on essaie d'impliquer au maximum le sport là-dedans, et ça se fait beaucoup à l'école, beaucoup auprès des jeunes. Nous concernant, on a un partenariat avec la Fédération nationale du football français, je ne sais plus son nom exact d'ailleurs, mais en tout cas, on a un partenariat avec eux. On va mener dès cet automne, des actions concrètes avec des joueurs de l'équipe de France de football, pour montrer que ces joueurs de football, ils ont peut-être un peu cette image de d'argent et de voitures de sport, mais qui sont capables aussi de s'engager quand même à l'utilisation concrète RSE. Donc, on va travailler avec ces instances, mais de plus en plus, on va travailler effectivement dans l'univers du sport, avec des sportifs, pour pouvoir les sensibiliser, même si en général, le sportif, il est quand même assez facilement sensibilisé
le jogger du matin, celui qui fait son trail, même de plus en plus commence à collecter, en même temps qu'il court, il commence à collecter son déchet qu'il peut trouver en courant. Mais forcément, effectivement, c'est des gens très touchés, souvent, qui découvrent la nature tous les jours et qui peuvent, eux, être des vrais relais pour les autres. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans The Sea Cleaners? Alors, aujourd'hui, Sea Cleaners, c'est bientôt 30 personnes, 30 salariés, près de 1000 bénévoles formés sur nos actions de sensibilisation. On n'a que 4 ans d'existence. Donc, c'est une progression fulgurante avec une quarantaine de mécènes. Mais on n'a pas le choix. Il faut sortir ce bateau du chapeau, ce premier mental du chapeau en 2024. Il faut sortir ces premiers petits mentals qui vont sortir dès l'année prochaine en 2021. Donc, on a des objectifs ambitieux à court terme. On travaille dur dans les études depuis 4 ans. On est dans le timing qu'on s'est fixé depuis le début, et tant mieux. Et voilà, il faut continuer à lever ces fonds, il faut continuer à réunir des entreprises, à réunir des fonds privés. Mais voilà, c'est qu'une question de temps pour l'instant à notre niveau, quoi. Et c'est une question de temps et de foi aussi, parce qu'il faut y croire et il faut se battre. Mais c'est très connu, comme on ne sait pas que c'est impossible, on arrive à gagner. Merci en tout cas, Yvan. J'espère que tout le réseau des CCIFI va répondre présent pour accompagner ce mouvement qui est vraiment un des mouvements les plus importants actuels, justement de RSE, comme tu l'as souligné, et ça fait partie de la foi des entreprises, mais en même temps de leur raison d'être. Merci à tous et à très vite pour un nouveau webinaire et vive The Sea Cleaners. Merci à tous, hein. À tout bientôt.